Bonjour, eh bien voici la 5e émission de Lecture Plurielle sur un thème bien paradoxal puisque nous avons choisi l'homme faiseur d'inhumanité. Alors aujourd'hui notre invitée c'est Hélène Breslec qui va se présenter à vous. Bonjour à tous, bonjour Charlotte. Donc je suis Hélène Breslec et je travaille à la librairie Le Porte-Plume à Saint-Servant, une librairie générale. Donc voilà, on reçoit des libraires dans cette émission. Après Brice Vautier, eh bien c'est le tour d'Hélène. Alors, nous sommes posé des questions. Nous sommes allés, depuis la Renaissance, de l'humanisme à la déshumanisation. Alors, Paul Valéry disait cette très belle phrase, à savoir que les civilisations étaient mortelles. Or, quand on considère le progrès humain dans son avancée technologique, dans sa volonté de créer toujours plus de bien-être et de raffinement, on se demande si nous n'atteignons pas en fait un point de non-retour dans le raffinement, précisément, de la cruauté, de l'incapacité à vivre ensemble, de cette indifférence à l'individu qui envahit notre monde. Alors, les guerres ont jeté une ombre sur l'humanité, sur l'espoir d'humanité, et malgré les 30 glorieuses d'après la guerre mondiale, il semblerait que nous soyons entrés dans l'ère de la déshumanisation. Et pourtant, dès 1931, Aldous Huxley nous avait magistralement avertis avec le meilleur des mondes. Ce sera donc à travers cette œuvre, à travers également 2 nouvelles de Dino Buzzati, puis en évoquant le phénomène de mondialisation qui s'empare du monde contemporain, que nous tenterons de voir que les visées humanistes de la Renaissance sont devenues aujourd'hui une vaste entreprise de déshumanisation. Donc nous traiterons avec Hélène en première partie quand la quête de perfection devient une utopie totalitaire, et c'est elle qui va vous présenter Le meilleur des mondes. Alors, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, donc, qu'il a écrit en 1932, est un roman de science-fiction. On se trouve à Londres, en l'an 632 de l'ère de notre Ford, où la grande majorité de la population est en fait unité dans un État mondial. Dans cette société, tout est absolument conditionné. L'exemple le plus flagrant, ce sera d'abord que l'humanité se développe dans des laboratoires et non plus de manière naturelle comme on conçoit la reproduction aujourd'hui. D'ailleurs, le sexe est dans ce monde un loisir et en aucun cas un moyen de reproduction. Les liens de parenté naturelle sont considérés comme vulgaires et le mariage est pour tout le monde une curiosité. Dans ce roman, on rencontre plusieurs personnages. D'abord, on a Lelina Crown, qui, elle, représente l'adaptation parfaite à cette société. Elle suit le mouvement, elle est belle, charmante, et elle applique les lois dans l'environnement dans lequel elle vit. C'est la réussite même. Ensuite, on a Bernard Marx, qui, à l'inverse, représente l'échec du système. Il se pose beaucoup de questions et souffre d'exclusion, ce qui renforce son trait et le fait qu'il détonne dans un décor où tout doit être conforme. Et enfin, on a John, dit le sauvage, qui lui vit à l'écart, dans une réserve. Et c'est un personnage qui sera tiraillé tout au long du roman, puisqu'il devra choisir entre sa réserve et le monde dans lequel vivent Bernard et Lélina. Tout au long du roman, en fait, on se pose une question, enfin moi en tout cas je me la suis posée, c'est pourquoi une société qui prétend créer un monde parfait et apporter le bonheur à tous les êtres humains nous fait tant penser à un État totalitaire. D'accord. Donc, vous avez une vision donnée par Hélène de ce meilleur des mondes, qui n'a de meilleur vraiment que le nom, et on est très très loin de ce que nous disait Voltaire au XVIIIe siècle et de ce monde parfait que rejoignait Candide, qui était un monde tout relatif, où Candide nous disait qu'il faut cultiver notre jardin. Nous étions dans un monde où chacun agissait à sa mesure, l'individu existait encore, et dans un intérêt collectif. Alors ici, Hélène, c'est vraiment le déterminisme contre l'expérience. Chez Voltaire, on fréquentait le monde pour construire un savoir-vivre. Chez Huxley, on est conditionné pour être bon consommateur. Exactement. Et donc, c'est un petit peu terrible ce qui se passe là-dedans. Et moi, j'aimerais que tu nous parles de cette pensée que les êtres n'ont pas le droit de penser. Tu as parlé de Lénina, modèle parfait. Quand on pense, qu'est-ce qui se passe ? La pensée est hérétique, en fait, dans ce monde. La pensée est hérétique, et on voit bien, au travers du personnage de Bernard, qui est un personnage qui est en fait un peu une paria dans ce monde. Ouais. Il est rapidement condamné à l'exil dès qu'il devient dérangeant. On l'envoie en Islande. On veut se voiler la face, on ne veut pas de ces êtres dérangeants. D'accord. Et il y a aussi Helmholtz Watson, il y a quand même des gens qui résistent. C'est assez encourageant, ça, finalement. Oui.
Et on se dit que peut-être ces gens-là, les gens qui résistaient dans le meilleur des mondes, ils résistaient peut-être plus que nous ne résistons nous-mêmes, mais on verra ça plus tard. Alors, est-ce que tu peux nous préciser, rien n'est gratuit, on n'a pas droit à la solitude. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toutes ces choses, là, ces loisirs, comment ça fonctionne, quoi, ce meilleur des mondes? Tout est conditionné dans ce monde. Les loisirs doivent être pratiqués en groupe. Et surtout, ils doivent être faits dans un intérêt économique. Tout a un but économique. La gratuité n'existe pas. Et surtout pas droit à la solitude, comme tu l'as dit, oui. Ça veut dire, comme tu parlais de ce groupe, ça veut dire finalement que l'individu est quand même un petit peu mort. Et moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques là, c'est que John, tu as parlé de ce personnage qui est le sauvage. On sait qu'il est né hors de la réserve. En fait, il est le fils de cette catégorie mauvaise des bêtas, qui est moins bien que les alphas, puisqu'ils sont tous en catégorie. Et c'est en fait Mustapha Meignet qui a eu cet enfant, le grand directeur. Alors ça fait un petit peu pas sérieux. Alors ce John, c'est un grand personnage du texte. C'est un grand personnage et surtout c'est le seul être du roman à ne pas être conditionné. Il vit dans sa réserve donc et c'est le seul par exemple qui a lu des livres. Il cite Shakespeare régulièrement pendant le roman. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui réclame des choses continuellement, des choses qui n'existent plus dans ce monde-là. J'ai une petite citation d'ailleurs, il dit « Je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté. » Toutes ces choses qui font de l'homme un être humain n'existent plus dans le monde d'Aldous Huxley. C'est très très beau cette citation parce qu'on voit bien que John va être condamné à la triste fin qu'il va faire. Alors on repense à Paul Valéry qui nous parlait de civilisation et on se demande ici s'il n'y a pas une inversion. Est-ce que c'est vraiment John le sauvage? On se peut se poser la question, c'est vrai. Dans un monde complètement conditionné, uniformisé, est-ce que ce n'est pas lui qui aurait la clé finalement Il semblerait qu'il ait la clé. Il semblerait vraiment, mais il y a des clés qui, malheureusement, trouvent plus de porte à ouvrir, quoi. C'est ça. Et alors, ce qui m'a frappé, et ce sera intéressant que tu nous dises ce que tu en penses, nous sommes en 1931, et on peut y voir quand même une métaphore anticipatrice des camps de concentration. Parce que nous sommes dans un centre d'incubation et de conditionnement, on a tous envie d'y aller, et on utilise du soma. Tu nous as pas parlé de ça. Oui, alors le soma, cette drogue qui permet de réguler les êtres humains, de calibrer leur bonheur, leur dose, leurs sentiments. En fait, ça les bride. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que le terme soma en grec, c'est le corps. Et donc, c'est une civilisation du corps, quoi. C'est une civilisation, c'est tout sauf une civilisation de l'esprit. Et je crois bien que l'enseignement se fait par hypnopédie, c'est la nuit. Si je me trompe pas, on conditionne. Les fœtus reçoivent des traitements qui vont déterminer leur goût plus tard. Et d'ailleurs, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est qu'ils sont répartis dès leur naissance dans des castes supérieures, parle-nous de ces castes. Qui sont en fait répartis selon leur capacité intellectuelle et physique. Et donc, il y a les alphas, les bêtas, les gammas, les epsilon. Et quand on est epsilon, eh ben, on a quand même quelques problèmes, quoi. Certes. Alors, ce qui m'avait frappé, c'est que ce soma dont tu parlais, la police l'utilise sous forme de gaz pour calmer tout le monde, notamment lorsque se révolte John le sauvage. Donc, ça anticipe quand même un petit peu de façon terrifiante sur le gazage du peuple juif, ces gaz pour calmer tout le monde lors de la solution finale. Et John est un objet d'expérience, et là, on retrouve bien cette idée de la concentration. Et moi, je trouve très important de dire qu'il y a là une utopie de l'eugénisme qui nous amène au monde arien. Et ce progrès scientifique de l'an 600 après Ford, puisqu'on est en pleine Forderie, c'est le nouveau Dieu, eh bien, ça préfigure quand même des choses bien dramatiques. Et à mon avis, le problème de la liberté se pose, et tu le disais dans ta citation, je veux de la poésie, de la bonté. Est-ce qu'à ton avis, Hélène, on peut être libre dans une société qui se condamne à la perfection ? Est-ce qu'il y a une possible liberté quand on doit être parfait ? Je ne pense pas. Je pense que la perfection n'existe pas, bien sûr, et que on ne peut pas la définir.
Alors, ce meilleur des mondes, je ne sais pas si nos auditeurs ont envie de le lire, mais on les invite à le lire pour voir comme l'homme peut être faiseur d'inhumanité. Et on voit donc que ce meilleur des mondes, c'est en fait le pire des mondes. Impression qui va être renforcée en 1966 avec l'écriture du Cas, où Buzzati va dénoncer la cruauté des hommes, très éloignée de l'humanisme qu'il aurait fallu développer. Et nous abordons donc notre seconde partie, qui est l'indifférence ou la cruauté de notre temps. Car quelque part, l'indifférence, c'est la cruauté de notre temps. Donc, ce meilleur des mondes, il rejetait toute forme d'émotion, parce que l'émotion, ça détruit la stabilité d'un monde en créant la différence. Et donc cette ataraxie, alors ataraxie ça signifie absence de trouble, ça va déboucher donc sur cette tragédie qui est l'indifférence. C'est peut-être un grand mot, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Moi je trouve que l'indifférence, c'est une tragédie du monde contemporain. C'est une tragédie et on va le voir, elle est très présente dans les nouvelles de Buzzati. Alors on va parler, on aurait pu parler de tout, hein, mais on va parler de 2 nouvelles. La jeune fille qui tombe, et Chasseur de vieux. Juste 2 mots sur la jeune fille qui tombe, parce que c'est Hélène qui va vous parler de Chasseur de vieux. La jeune fille qui tombe, eh bien c'est une nouvelle très courte, c'est tout simplement une jeune fille qui, comme son nom le dit, va tomber du sommet d'un immeuble jusqu'en bas. Et c'est une métaphore de la condition humaine. Elle va passer devant les fenêtres de tout le monde va la regarder tomber, et trouver que quand elle arrive en bas, elle est bien moche, bien décrépie, bien pas terrible. Et donc on a un monde qui est fondé sur la séduction et l'indifférence à ce qui peut se passer. Et cette chute est une métaphore assez tragique de la condition humaine, surtout dans son inexorabilité. Alors, on voit que cette nouvelle est construite comme ça, en chute. C'est un petit peu l'inverse dans la construction pour la nouvelle Chasseur de vieux, dont Hélène va vous parler maintenant. Oui, alors dans le Chasseur de vieux, donc c'est une nouvelle fantastique, on l'a dit. Dans cette nouvelle, il y a un homme, Robert Sagéry, un homme d'âge mûr, qui se promène la nuit, et puis il est rapidement chassé par une bande de jeunes hommes, que je pense on peut presque comparer à une milice, en fait, puisque ce sont des jeunes hommes qui ont pour but d'exterminer les personnes ayant dépassé un certain âge. Cette poursuite, donc, elle est très longue, elle est difficile pour le personnage, et elle se termine par une chute dans un ravin. Donc, encore, ça fait écho à l'autre nouvelle de la jeune fille. Après cette chute, les membres de la bande se séparent, et le chef, Sergio Rigora, voit son reflet dans une vitrine, et se découvre vieux, ridé, avec des cheveux blancs. Et c'est là qu'on comprend que l'histoire va se répéter, et qui sera à son tour la proie d'une chasse impitoyable. Donc dans cette nouvelle, ce qui est très intéressant pour moi, c'est d'abord le thème de la fatalité avec le temps qui passe et surtout cette mort inéluctable au bout. Et bien sûr, ce dont on peut parler aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'indifférence. Plusieurs fois dans cette nouvelle, on se rend compte que cet homme l'a subi. Au moment de s'échapper, un homme devant un commerce ferme sa grille, se voile la face, refuse d'aller aider cet homme. Plus tard dans la nouvelle, c'est la même chose. Il voit de la lumière dans une caravane, si ma mémoire est bonne. Oui, je crois bien. Et les gens éteignent la lumière, ferment le volet. Cet homme subit complètement l'indifférence. Et je pense que c'est ça qui engendre le fait que l'histoire se répète. Le fait que le monde soit finalement individualiste. Individualiste, on n'avait pas le droit à l'individu dans le meilleur des mondes, mais individualiste dans le plus mauvais sens du terme. Exactement. C'est-à-dire l'individu contre la bonté, contre le partage, contre l'aide à autrui. Parce que cette nouvelle, je crois qu'elle se passe la nuit, Hélène, il me semble. Elle se passe la nuit, tout à fait. Et c'est sans doute intéressant qu'elle se passe la nuit, parce que cette nuit, elle est presque symbolique, quoi. C'est la nuit, ce sont ces ténèbres que nous avons. Moi, je la vois tout à fait métaphorique avec c'est notre part d'ombre, quoi. Ça va se passer la nuit, c'est quand même terrible. C'est terrible cette histoire-là. Et ce que je trouvais personnellement intéressant, c'est qu'elles sont construites en écho, comme un graphique. À la chute de la jeune fille qui se fait en verticale correspond une course-poursuite qui se fait en horizontale, mais c'est la même violence. Et comme tu l'as dit, on retrouve le thème de la chute après. Et donc, celui qui est poursuivant devient le poursuivi, et on a vraiment le sentiment d'une espèce de mécanique, d'autant plus qu'il me semble me souvenir que l'homme qui était poursuivi avait son fils dans le groupe. Exactement, il a son fils contre lui, la jeunesse contre la vieillesse, c'est terrible. Il y a aussi ce thème du conflit de génération, je trouve, dans cette nouvelle. C'est vrai, et le fils, il avait quand même essayé à un moment donné de dire que c'était son père. Oui, tout à fait, et il se fait rattraper par l'effet de groupe. Oui.
Donc ça c'est absolument terrible. Et cet effet de groupe dont tu as parlé et dans Le meilleur des mondes et maintenant, on va voir aussi que là, on est complètement dans une société d'effet de groupe, quoi. Tout à fait. Donc ce sont ces nouvelles qui sont tout à fait intéressantes. Et c'est vrai que peut-être des gens pourraient nous dire qu'on aurait pu parler de la guerre. Ça sera l'objet d'une autre lecture plurielle. On aurait pu parler de la guerre, on aurait pu aller dans l'affreux total, mais il semblerait que l'indifférence et que l'inhumanité, ce soit très intime. Ce ne soit pas du tout des choses... Bien sûr que la guerre, c'est très violent, ça nous vient de l'extérieur. Mais ce que nous avons au fond de nous, c'est peut-être encore plus cruel que ce qu'on nous impose. Et on ne sait plus vivre autrement. Et donc... moi, j'ai pensé, mais je ne sais pas ce que toi tu ressens, Hélène, à ce niveau-là. Ce serait intéressant que tu nous le dises. Cette jeune fille qui tombe, elle m'a fait penser, même si ça n'a rien à voir, puisqu'on est dans une catastrophe, elle m'a fait penser à ces hommes qui se jetaient dans le vide depuis le World Trade Center. Des images absolument troublantes de ces gens qui se jettent dans le vide. Alors, je sais pas si c'est pareil, parce qu'on n'est pas dans le même contexte, mais on peut se demander si on se jette pas à corps perdu dans la vie. Tu parlais de l'inéluctabilité. Est-ce qu'il y a un espoir, quoi, au-delà de cette chute? C'est vrai que cette chute représente beaucoup de choses. On peut vraiment se poser beaucoup de questions où elle mène. C'est très intéressant. Et si on ramène les choses dans une perspective chrétienne, on a la chute de l'ange, quoi. Le moment où, je ne sais pas si tu te souviens, où Lucifer, l'ange porteur de lumière, veut prendre la place de Dieu, Dieu lui dit dehors, et il fait la chute et il devient Satan. Ben, je me demande si on a d'autres choix. Et en tout cas, quand on voit comment évolue le monde aujourd'hui, on se demande vraiment si on a d'autres choix. Alors, on va essayer de voir si on peut apporter des réponses. Alors, une réponse, bah écoute, c'est encore pire, parce qu'il semblerait que on met en œuvre et on met en scène cette indifférence avec tout ce qui est devenu aujourd'hui la mondialisation, la standardisation, l'uniformisation. Donc, le monde contemporain, moi, tu me dis si toi, tu sens les choses comme ça. Il est à la fois combiné de la sophistication de ce meilleur des mondes avec le culte du bonheur à tout prix. Tu n'as pas le droit de ne pas être heureux. Et cette indifférence à l'individu qui réduit tout à des modes collectifs de création, d'expression, de communication, d'esthétique, de comportement, d'idées, de goût. Tout est similaire, tout est indifférencié. Alors, on s'était posé la question toutes les deux de ce monde. Est-ce que nous apportons une bonne réponse à cette indifférence ? C'est une bonne question. Moi, ce qui me frappe dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde contemporain, comme on le disait, c'est surtout l'effet de masse. Quand on se promène dans les espaces urbains, dans les villes, dans différents pays, on retrouve les mêmes chaînes de magasins, les mêmes chaînes de fast-food, les parcs de loisirs, qu'on soit à New York ou à Paris, on va retrouver exactement les mêmes choses. On peut se poser quand même la question de savoir comment le monde tourne à vouloir toujours... créer des espaces comme cela. Et puis des moules, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait plus de pensée. Mais là, je ne sais pas si celui qui n'irait pas dans ces centres-là, il ne serait pas un peu un sauvage. Tu penses que John aurait été satisfait de se promener dans ces zones commerciales qui entourent nos villes? Je ne pense pas, il n'y a rien de poétique là-dedans. Oui. Et c'est vrai que c'est vrai qu'elle ressemble quand même, elle nous enferme, c'est même assez troublant, quoi, de voir qu'on a tout partout pareil. Je suis allée dans un Starbucks à New York, j'étais persuadée que s'il y avait qu'à New York qu'on voyait ça, donc je me sentais américaine. Et j'ai découvert qu'il y a des Starbucks partout. À Paris. Mais c'est bien quelque part, mais je me demande si cette reconnaissance permanente des mêmes choses partout est vraiment une bonne chose, quoi. Parce que ça nous empêche d'aller vers la culture des autres, si toute la culture est homogénéisée comme ça. Non, tu trouves pas ? Je trouve que c'est inquiétant, effectivement. Et c'est vrai que moi, en tant que libraire, ce qui m'inquiète, c'est peut-être un grand mot, mais je me pose quand même la question de ce problème de culture de masse. On a beaucoup de points de vente en France, des librairies indépendants, d'autres qui font partie de chaînes. On a aussi la vente en ligne. Et je me pose vraiment la question de savoir, est-ce qu'on a envie de points de vente avec les mêmes livres, les mêmes mises en avant, aucun coup de cœur, aucun choix.
est-ce qu'on a envie vraiment de choisir nos livres, qu'ils nous soient imposés par des algorithmes sur des sites de vente en ligne? Moi, je me pose cette question-là. Est-ce que la culture a vraiment sa place sur ces sites-là? Je me demande. Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que on a une culture de masse et moi j'appelais ça le prêt-à-penser, quoi. On doit tout le monde va aller acheter le même livre. On n'a pas cité des chaînes, mais on va pas citer le livre qu'on va aller acheter, Hélène. Non, mais on va quand même dire que Gabriel Garcia Marquez, c'est pas le premier qui est demandé quand on entre dans une librairie. Non, c'est pas le premier qui est demandé, et c'est vrai que le libraire est là pour ça aussi, pour aider les personnes, pour les amener peut-être vers autre chose. Moi, j'ai pas envie d'acheter mes livres parce que c'est marqué. D'autres acheteurs peuvent vous recommander cela. Alors là, il y a un livre en ce moment qui est numéro 1 des ventes, celui de Valérie Trierweiler. Qu'est-ce que tu en penses, Hélène, de ce livre? Écoutez, qu'est-ce que j'en pense? Il est beaucoup demandé. Je pense que les gens sont curieux. Alors, est-ce que cette curiosité est très saine? Je ne sais pas. Après, on peut pas empêcher aux gens de vouloir savoir, de lire. Mais c'est vrai que... Oui, vas-y, pardon. Non, vas-y. C'est vrai qu'on rejoint presque le meilleur des mondes avec ce livre, c'est la lecture obligatoire. Et puis, on rejoint tout à fait Buzzati avec cette espèce de choix de la violence, parce que ce livre, il est quand même un pamphlet. Donc, on rentre dans une certaine violence vis-à-vis de l'autre. C'est vrai que on peut parler de journalisme et d'information, mais on est vraiment dans ce monde, et je pense qu'on l'a peut-être pas dit, de voyeurs, quoi. Exactement. Vraiment un monde où ça devient la nouvelle pensée. Et c'est pour ça que c'était très intéressant ce que tu disais sur la pensée hérétique, parce que ça devient la nouvelle pensée. Et cette culture de masse, à mon avis, elle est vraiment dans le cadre de notre problématique de l'homme qui fait l'inhumanité. Donc, absence d'idéal au profit de la consommation. J'ai souvent envie de dire l'avoir plutôt que l'être, l'avoir et le paraître. Est-ce que on ressent les choses comme ça? Je te donnerai la parole en tant que libraire encore pour que tu nous dises si peut-être on a une chance de se sauver. Moi, j'ai l'impression que je me sauve quand je rentre au porte-plume. Non, c'est gentil. Donc, en conclusion de notre rencontre, nous pourrions dire que nous passons de l'humanisme pour aller vers le conformisme. Est-ce qu'il reste des voies d'avenir? Eh bien, quelque chose est très intéressant. Je le dis parce que toutes les deux, on avait dit que ça pouvait être bien. Balzac parlait de la comédie humaine et c'était un système social. Il y avait des ambitieux, bien sûr, il y avait Rastignac, mais il y avait quand même une certaine vision d'avenir et on pouvait se projeter. Plus tard, Malraux parle de la condition humaine, avec des hommes qui désormais se posent la question du sens de la vie. Ça veut dire que si on se pose la question du sens, ça veut dire qu'elle en a peut-être plus. Et après les conflits mondiaux, Robert Antelme, qui était l'homme de Marguerite Duras, il parle d'espèce humaine. Quand on a eu la guerre, est-ce qu'on peut encore parler d'autre chose que de la survie de l'humanité? Alors, on pense à ce mot de Valérie qui nous disait que les civilisations sont mortelles. Est-ce qu'on a un autre choix que de disparaître? Est-ce que l'Occident est en marche vers sa fin? L'homme se révèle faiseur d'inhumanité. Est-ce qu'on peut espérer qu'il sache un jour défaire les liens qu'il a lui-même tissés? Alors, qu'est-ce que toi, est-ce qu'au porte-plume, cette librairie qu'on aime beaucoup, est-ce que tu as une solution? Est-ce que tu peux me dire, Hélène, aujourd'hui, voilà, chez nous, l'homme ne fabriquera plus l'inhumanité? Oh, j'aimerais ça. On peut conseiller, on peut aider, on peut aiguiller, on peut pas changer, on peut pas tout changer. Les gens, heureusement, ont aussi la liberté de choisir et ça me paraît aussi très important. Et c'est aussi pour ça qu'on est là en tant que libraire. Est-ce qu'une librairie est capable de changer, je vais le dire clairement, le cours d'une vie pour un moment? Peut-être pas définitivement, mais est-ce qu'une rencontre peut, par le livre, changer le cours d'une vie? Une rencontre peut le faire. J'ai rencontré une libraire à Paramé qui m'a donné envie de faire ce métier. Je suis rentrée, j'ai acheté des livres. J'avais toujours été attirée, bien sûr, par la lecture, la littérature.
Cette femme a changé clairement le cours de mon parcours professionnel. Et oui, je pense qu'une rencontre peut changer les choses. Et qu'un livre est un véritable interlocuteur. Tout à fait. Moi, j'ai le sentiment que mes livres, chez moi, ils me parlent. C'est vrai que quand on rentre chez vous, c'est pareil. Et ce serait bien que tu dises, Hélène, est-ce que quand on rentre dans une librairie, on est forcé d'acheter ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous pouvez rentrer, flâner, regarder, discuter avec nous. Jamais on ne vous forcera à acheter un livre, bien entendu. Eh bien, c'est sur ces paroles d'Hélène Breslec, je rappelle, qui est la libraire du Porte-Plume, que nous allons achever notre émission. Sachant que nous nous retrouverons le 10 octobre avec Clémentine, qui est une élève du lycée Jacques Cartier. Avec Clémentine, nous parlerons de l'expression du romantisme et nous travaillerons sur les rêveries de René. Chateaubriand oblige quand on est à Saint-Malo. Mais on travaillera aussi sur les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, romantique entre tous. Et on s'interrogera sur la manière dont Victor Hugo peignait le monde à travers les burgraves. Merci beaucoup Hélène de ta venue. Merci Charlotte. Au revoir. Au revoir.